pas souvent. Alors, moi j'ai pris le temps en fonction de mon bien sûr. Bonjour, je me présente, je suis Catherine Dufault, je suis responsable de la communication à la BU. Je suis responsable de la bibliothèque numérique qui héberge le fonds Jean Drèche numérisé. Comme vous pourrez le voir après cette conférence, à la bibliothèque universitaire, nous avons fait une exposition Jean Drèche avec ses ouvrages, ses carnets manuscrits, ses photos, ainsi que son fonds numérisé. Donc je vous donne très rapidement le programme. Déjà, je voudrais remercier Madame Gibelin et Messieurs Lacoste et Nassiri d'être présents parmi nous, ainsi que Madame Carole Le Truit, directrice du SCD. Donc Madame Le Truit va prendre la parole en premier, ensuite Madame Béatrice Gibelin dira quelques mots, et ensuite nous céderons la parole à Messieurs Nassiri et Lacoste. Après quoi, à 17h, vous pourrez retraverser le campus pour être accueillis à la bibliothèque universitaire. Vous pourrez parcourir l'exposition et aussi participer à un cocktail. Je vous souhaite une bonne conférence et j'aurais voulu souhaiter que nous ayons une pensée émue pour le géographe Mathieu Giraud qui est mort au Val. Bonjour, je suis Carole Le Truit, la directrice de la bibliothèque universitaire, autrement appelée SCD, Service commun de documentation. Pourquoi parler de Jean Drèche aujourd'hui à Paris 8 ? Peu de gens savent que cet éminent géographe, par une lettre en date du 30 septembre 1993, a fait don de sa bibliothèque personnelle et de ses archives à l'université Paris 8. À son décès en 1994, Yves Lacoste et Béatrice Gibelin ont aidé la bibliothèque à exaucer ce vœu de Jean Drèche. Et le fonds est arrivé à l'université. Il est resté longtemps en sommeil, on doit l'avouer. Les cartons ont fini par être vidés à la bibliothèque et les documents triés en 2000 à peu près. À mon arrivée à Paris 8 en 2009, j'ai tenu à ce qu'une convention qui définisse les droits et les devoirs des parties soit signée par l'université et par les ayants droit de Jean Drèche, qui sont ici présents et je les remercie de leur présence aujourd'hui. La bibliothèque de Jean Drèche se compose d'environ 7000 ouvrages, de nombreuses revues de géographie en toutes langues, des thèses dirigées par Jean Drèche, des tirés à part. Les archives, qu'il nous a aussi léguées, donc en grande partie scientifiques, comprennent des carnets de voyage manuscrits, de nombreuses photos et diapositives, des dossiers de travail, des articles, une correspondance professionnelle. L'ensemble du fonds occupe une bonne centaine de mètres linéaires. Lorsque nous serons à la bibliothèque tout à l'heure pour voir l'exposition, je vous décrirai les opérations de traitement et de valorisation du fonds que nous avons menées et qui ont été longues et laborieuses. Mais même si ce travail n'est pas encore tout à fait achevé, il nous a semblé qu'il était suffisamment avancé pour mériter une communication large sur l'existence de ce fonds. Un intérêt se manifeste déjà pour ce fonds à travers des demandes de communication de documents faites par des chercheurs qui ont consulté un des catalogues qui signale ce fonds. Depuis le début de l'année 2015, une cinquantaine de demandes ont été formulées. Toutefois, ce fonds n'a d'intérêt que parce qu'il émane d'un homme, lui-même d'un grand intérêt, pour l'histoire de la discipline géographie, mais aussi de l'anticolonialisme. C'est pourquoi j'ai demandé à Béatrice Gibelin si elle pourrait aider la bibliothèque à organiser un événement qui permette de faire connaître cet homme. C'est grâce à son intercession que j'ai à mes côtés aujourd'hui Yves Lacoste et Mohamed Nassiri, qui ont tous deux bien connu Jean Drèche, et je l'en remercie très sincèrement. Béatrice Gibelin, à qui je vais céder la parole maintenant, est depuis de nombreuses années co-directrice de la revue Hérodote qu'elle a contribué à fonder en 1976 aux côtés de Yves Lacoste, dont elle est une ancienne élève. Elle a dirigé l'Institut français de géopolitique qui fait partie de Paris 8, qu'elle a créé de 2002 à 2009. Voilà, donc je cède la parole. Merci.
Merci, Madame la directrice. C'est un beau jour dans cette France qui est triste depuis vendredi. Mais c'est un beau jour. C'est un beau jour qu'on puisse, grâce à votre volonté, Madame la directrice, faire aujourd'hui l'inauguration non seulement du fonds Jean Drèche, mais de ce qui sera la bibliothèque numérique de Paris 8. Ce qui est tout à fait important et remarquable. Alors pourquoi Jean Drèche a fait don de sa bibliothèque et de ses archives à Paris 8. Lacoste va vous raconter l'histoire plus en détail, mais moi je voudrais simplement dire que l'université à laquelle il appartenait, qui était Paris 7, n'en a pas voulu. Ce qui était discourtois, pour ne pas dire carrément un mufle, que de refuser la bibliothèque d'un des grands géographes qui n'aurait fait que valoriser cette université, mais c'est comme ça. Lacoste expliquera mieux que moi les raisons peut-être de ce refus. Et Lacoste a aussitôt pensé que ce serait bien si on pouvait récupérer le fonds Jean Drèche pour Paris 8. Et je dois dire que Madeleine Julien, qui dirigeait la bibliothèque à l'époque, a donné son accord, mais presque un petit peu forcé, parce que on a récupéré, c'est Aviouski qui est ici, un ancien étudiant du DEA, se souvient d'avoir déménagé les cartons de chez Drèche jusqu'au Krag, qui était rue de la Basilique à l'époque, et puis une fois qu'ils étaient là, ils sont bien arrivés jusqu'à l'université. Et c'est vrai que le premier tri a été un peu grossier. Je me souviens qu'on était un peu à quatre pattes dans un grand couloir en train de faire le tri dans les cartons où se trouvaient toutes les archives et les ouvrages de Jean Drèche, et qui, avec l'aide d'un magasinier, on a installé comme ça sur les étagères. Puis les choses, le temps a passé. Il faut du temps. On avait une nouvelle bibliothèque qu'il fallait mettre en route. C'était déjà une charge très très lourde. Donc on peut comprendre que les choses ne se soient pas faites très rapidement. Mais je pense que sans véritablement votre implication, Carole, sur l'intérêt de la numérisation et de la consultation par Internet, et donc de la nécessité d'y consacrer les forces, les moyens, y compris financiers, parce que c'est pas rien, de s'attaquer à cet très très gros travail, le fonds Jean Drèche n'aurait pas peut-être l'utilité qu'il va pouvoir retrouver grâce à vous. Et je pense que c'est très, très important. Mais au-delà des raisons qui peuvent sembler anecdotiques de la venue de ce fonds sur Paris 8, je dirais qu'il y a d'autres raisons qui me semblent tout à fait importantes et très liées à l'histoire de Lacoste, de Paris 8 et d'Hérodote. Et c'est ce dont je voudrais vous parler rapidement. C'est Jean Drèche qui a été, j'allais dire, le créateur de la première équipe de géographes qui s'est installée à Vincennes en novembre 68, quand on a ouvert le centre expérimental. C'est lui qui a choisi et a proposé à un certain nombre de géographes de quitter les universités dans lesquelles ils étaient pour rejoindre Vincennes. Et il l'a proposé à Yves Lacoste, en lui disant en plus tu seras un statut qui a disparu, mais tu pourras avoir du temps pour faire ta thèse, voilà, pour dire les choses plus rapidement. Et du coup, Lacoste, c'est pas seulement la seule raison, il s'expliquera peut-être plus clairement là-dessus, mais il est venu à Vincennes. Et Vincennes, franchement, vous savez, les débuts de Vincennes, c'était quand même une grande affaire. On s'est beaucoup amusé, mais on a aussi beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et moi qui étais toute jeune étudiante, quittant ma province lilloise pour arriver à Vincennes, j'en garde un souvenir ébloui. C'était un lieu d'échange et un contexte intellectuel qui était quand même très très important. Et si Lacoste était resté à l'Institut de géographie, je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais c'est arrivé souvent qu'on ne soit pas toujours d'accord. S'il était resté à l'Institut de géographie, je pense qu'il n'aurait pas créé Hérodote. Et je pense que si on n'avait pas créé Hérodote, on n'aurait pas créé l'Institut français de géopolitique. Donc c'est vraiment cette idée généreuse et tout à fait pertinente de Jean Drèche de proposer à Lacoste de rejoindre le centre expérimental de Vincennes
qui explique une grande partie de l'histoire qui a suivi. Il faut se rendre compte que ces débuts vincennois, c'était effectivement un peu parfois le désordre, mais c'était aussi tellement un lieu de contact, d'échange, la facilité des contacts qu'il pouvait y avoir entre les étudiants et les enseignants, les débats qui pouvaient parfois sembler un peu brouillons, mais qui étaient très souvent très riches, nous ont beaucoup aidés. Et je pense que le contexte dans lequel est né Hérodote, avec un petit noyau d'étudiants, historiens ou géographes autour de Lacoste, si j'avais 2 mots pour caractériser toute cette période-là, je dirais audace et plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'est beaucoup amusé. Et je reste convaincue que c'est en s'amusant qu'on fait bien les choses. C'est en prenant le plaisir aux choses qu'on les fait bien. Et je crois que nous avons eu... Ça a été deux bonnes fées, l'audace et le plaisir, qui se sont penchés sur les débuts d'Hérodote. Parce que les débuts, franchement, ont été difficiles. On peut même dire très difficiles. Parce que ni les géographes de gauche, ni les géographes de droite n'appréciaient l'orientation de Lacoste et l'orientation d'Hérodote. Pour les uns, comme on quittait l'économie comme étant l'alpha et l'oméga de toute explication pour parler du politique, on était presque des traîtres à la cause marxiste. Et pour les autres, on est de toute façon, Lacoste était un affreux homme de gauche et donc très dangereux. Et parler de politique en géographie, ça l'était encore plus. Donc les attaques n'ont pas manqué, des deux côtés. Heureusement, c'est François Maspero qui a édité Hérodote, ce qui nous donnait une protection, un label de gauche qui nous a été fort utile. Mais l'autre grande protection qu'on a eue, c'est celle de Jean Drèche. Car je pense que s'il n'y avait pas eu l'intérêt de Jean Drèche pour ce que faisait Yves Lacoste, les choses auraient été encore plus difficiles pour Hérodote. Jean Drèche avait une autorité sur l'ensemble du monde des géographes, de la corporation des géographes, qui calmait un peu les ardeurs hostiles d'un certain nombre d'entre eux. Et puis l'autre caractéristique qui nous a considérablement aidés, c'est que Jean Drèche appréciait profondément Yves Lacoste. J'allais dire qu'il l'aimait et qu'il lui faisait une totale confiance. Je vais dire quelque chose qui est simplement totalement intuitif. Je pense qu'il pensait très sincèrement qu'il était le meilleur des géographes de sa génération et je pense qu'il avait raison. Et donc, l'appui qu'il nous a apporté, je me souviens que c'est toi, Yves, qui a fait l'hommage à Jean Drèche lors de son décès. Et c'était un très bel hommage. Et l'appui qu'il nous a donné confiance. Non pas que Lacoste n'avait pas confiance dans le bien fondé de faire ce qu'il faisait. Ça, ceux qui le connaissent un peu ne seront pas étonnés de ce que je dis. Mais pour les jeunes, c'était important de savoir qu'une autorité comme la sienne nous appuyait aussi. Et donc, sans Jean Drèche, pas de Lacoste à Vincennes, pas de Lacoste à Vincennes, pas d'Hérodote, pas d'Hérodote, pas d'IFG. Alors, un grand merci à ce grand monsieur. Merci. Juste 2 mots pour vous autres. Oh non, mais prenez la parole. Bien après tout ce que Béatrice vient de dire, il ne reste plus grand-chose à dire. Je dis ça comme ça. Donc, puisque je vais faire un mauvais mot, un mauvais jeu de mots, puisqu'il s'agit de géographie, le fond dont on parle n'est pas le fond de la mer, ni le fond d'une cuvette tectonique, mais le fond avec un S, un DS, hein, ce sont les fonds dont une banque, une entreprise dispose pour mener à bien ses affaires. Hein. Et lorsque, dans différentes universités françaises ou étrangères, un fonds est créé pour rassembler les archives, les bibliothèques
d'un professeur éminent qui a fait partie de cette université, eh bien, l'université s'en trouve honorée. Et il est tout à fait normal que ce fonds soit constitué. Or, il y a un double paradoxe dans le cas du fonds Dresch, c'est que Dresch, je crois, n'est jamais venu à l'université de Vincennes, sauf une fois où je l'avais invité à venir faire une conférence avec un titre qui manifestement l'embarrassait un petit peu. Il ne m'a pas dit, écoutez, ce titre est idiot, ou quelque chose comme ça. J'avais dit, ben voilà, il était connu dès ce moment-là, parce que ça se passe dans les années 70-80, comme un grand spécialiste des déserts, et je lui avais dit de faire une conférence sur le thème « À quoi servent les déserts ?» Il me dit « Vous croyez ?» Bon, à l'époque, il n'était pas encore question de champs immenses de cellules photovoltaïques, ce dont on parle aujourd'hui, et ces champs photovoltaïques sont constitués sans que prendre la place des cultures céréalières ou de l'élevage ou quoi que ce soit. Bon, il s'en était tiré tant bien que mal d'ailleurs, mais bon, c'est la seule fois où il est venu. Bien. Mais il parlait toujours de Vincennes, comme on disait, avec, comme l'a dit Béatrice, avec beaucoup de sympathie, de gentillesse, et faisant la part de l'affabulation qui entourait cette université, car Dieu sait qu'on en a raconté sur cette université et les turpitudes dans lesquelles nous nous ébattions. Béatrice, quand elle dit tout à l'heure le plaisir, etc. Bon. Pour nous, oui. Oui, enfin. Nous, on s'est bien amusé, peut-être pas d'autres. Oui, on s'est. Enfin, moi, je me suis bien amusé en emmerdant les géographes universitaires académiques. Ça, on y prenait un certain plaisir. Bon. Et le paradoxe de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de revenir sur quelque chose tout à fait étonnant, c'est qu'en dépit de la notoriété de Jean Dresch, du fait que c'est un des géographes les plus connus à l'époque, il a été président de l'Union géographique internationale, il a été directeur de l'Institut de géographie pendant longtemps, etc., etc. L'université Paris 7, qui résulte de l'éclatement de la Sorbonne, après 68, eh bien, n'a pas trouvé la place. On n'a pas dit, oh ben non, on ne veut pas de ça, on n'a pas trouvé la place. Bon. Je pense que, il faut tenir compte du fait que au conseil d'université de Paris 7, il y a eu d'une part les élus du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, des gens de droite, qui n'aimaient pas Dresch, tant pour ces raisons politiques, je vais y revenir, mais par le fait que l'Institut de géographie, sur le plan parisien, et même de l'Île-de-France, a été le seul établissement universitaire à ne pas avoir été occupé par la police, en raison du fait que tout s'y est passé tranquillement. Tout s'y est passé tranquillement. Et je me souviens du grand amphi de l'Institut de géographie, où il y avait des étudiants qui commençaient à être chevelus, et où Dresch, chaque fois je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, s'adressait à ces jeunes gens chevelus en les appelant mademoiselle. Et il se passait rien, où tout le monde riait, ce qui était beaucoup, beaucoup mieux. Bien. Donc, d'un côté, à conseil de l'université de Paris 7, il y a eu des gens de droite qui n'aimaient pas les idées de Dresch, mais il y a eu beaucoup de gens d'extrême gauche
pour qui, eh bien, être membre du Parti communiste, c'était vraiment l'adversaire. Hein. Bon, c'était vraiment beaucoup l'adversaire. Et on a célébré récemment, paix à son âme, Glucksmann, qui vient de mourir. Et ben, je vous assure que Glucksmann, comme petit tyranno, hein, à Vincennes, hein, ça a été quelque chose d'extrêmement pénible. Et pas seulement verbalement. Hein. Bien. Bon, enfin, il est mort. Bon. Tant pis pour lui, tant pis pour nous. Et je ne veux pas ramener tout, mais ça a été... Bon, je pense que l'extrême droite, dans le refus de la bibliothèque... L'extrême gauche, tu veux dire. De Dresch. Hein, l'extrême gauche. L'extrême gauche, pardon, c'est lapsus, a joué un rôle certain. En plus de ça, ben, comme certains vont nous souvenir, Dresch impressionnait. C'était un grand monsieur au sens moral, mais aussi quant à la taille. Je pense qu'il devait approcher des 2 mètres. Hein. 13. Ah ben, vous voyez, il s'était un peu tassé. Moi, je le voyais à 2 mètres. Grande allure, et puis il avait une mâchoire qui impressionnait. Hein. C'était un grand monsieur. Et beaucoup de gens, mais on avait un peu peur. Je dois dire que, peut-être parce que je l'avais connu quand moi j'étais petit, hein, eh ben, j'ai toujours eu avec lui des rapports très affectueux, et il m'a toujours vouvoyé. Moi, à forte raison, je le vouvoyais. Hein. Bon. Et quand Béatrice racontait les débuts d'Hérodote, ben avant même qu'Hérodote existe, j'avais fait un grand texte que j'avais présenté pour réunir leurs critiques à un certain nombre d'amis, bon, et je l'avais envoyé à Jean Dresch et à un autre grand géographe, à Pierre-Georges, dont j'étais l'ami aussi. Et Pierre-Georges n'a jamais répondu. J'avais rendez-vous avec Dresch, hein, et il m'a dit, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire. Je vous assure que j'étais pas très tranquille, et finalement, c'était... Donc, puisque je viens de prononcer le mot de Pierre-Georges, le problème s'est posé de la même façon pour lui et sa bibliothèque et ses archives. Car l'université Paris 1, dont Pierre-Georges faisait partie après avoir été à la Sorbonne, bon, a lui aussi pas trouvé la place. Hein. Et si bien que le fonds, je ne sais pas si c'est constitué un fonds Pierre-Georges, mais il a été pris, en dépit de mes efforts pour essayer de trouver une solution moins éloignée, par l'université d'Avignon, qui est une petite université, ça n'a rien de péjoratif, mais bon, qui est un peu excentrée. Elle aurait pu être reprise par l'université d'Aix, qui aurait profité à Avignon, bon, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Et je pense que le fait que le fonds Dresch arrive pour l'utilisation à ce qui a été Vincennes et est devenu Paris 8 est quelque chose d'extrêmement honorable pour notre université, montre sa valeur. Hein. Je dis bien notre université parce que, comme Béatrice raconte que j'y suis venu, grâce du fait de Dresch, et va pouvoir être utilisé car tout ce que Dresch a accumulé dans sa vie va pouvoir être examiné, commenté et utilisé à d'autres réflexions. Si cela s'est produit, effectivement, j'y ai une part de responsabilité. Pour ne pas dire j'y ai joué un certain rôle. Certains l'ont expliqué longtemps, en dépit de tout ce que je pouvais dire, que c'était pour des raisons politiques. Hein, que Dresch était communiste et que moi, j'étais aussi communiste. Je n'ai pas été très longtemps,
hein. J'ai dû, en ne connaissant rien aux problèmes politiques, adhérer à la cellule des étudiants de géographie de l'Institut de géographie. Si je me souviens, c'était en 46 ou 47, et en 1956, alors que je venais d'être expulsé d'Algérie, compte tenu de la guerre qui allait commencer, et où Dresch m'avait conseillé d'aller plutôt que d'aller au Maroc, en raison des troubles qui m'empêcheraient de faire du terrain du fait de la déposition du sultan. Hein. En 1956, je suis allé voir Dresch. La situation était compliquée. Hein. C'est là où le gouvernement Guy Mollet envoie les classes en Algérie, faute de pouvoir faire autrement. Et je lui dis, bon. Et il m'a dit, c'est pas le moment de faire ça, de ne pas reprendre sa carte du parti. Bon, on n'en a plus reparlé, et je dois dire que par la suite, j'ai pu discuter avec Dresch de toute une série de problèmes sans qu'il y ait la moindre, fissure dans ce que nous avons fait discuter ensemble. Je reviens sur les débuts de Vincennes, dans lequel Jean Dresch a joué un rôle décisif, puisque le ministère d'Edgar Faure avait chargé Dresch, en rompant avec les procédures universitaires habituelles, de choisir les équipes qui allaient constituer le corps professoral du centre expérimental dit de Vincennes, puisqu'on nous avait installés dans le bois de Vincennes. Il y avait un grand nombre de philosophes qui deviendront des philosophes de renom, Foucault, etc., bon, qui trônaient dans leur majesté intellectuelle. La géographie, là, vraiment, c'était vraiment considéré comme de braves gens, mais enfin, qui n'avaient pas d'idée politique, ce qui mettait à l'écart des conflits très violents entre les gens du Parti communiste et les groupes d'extrême gauche, les maoïstes. C'est pour ça que je faisais mention du Glucksmann tout à l'heure. Et dans le choix qu'a fait Dresch, c'était non pas des gens qui avaient envie de participer à l'expérience de Paris 8, qui deviendra Paris 8, mais des professeurs de province tout à fait traditionnels qui voulaient être nommés sur Paris. Hein. Et une fois qu'ils se sont trouvés nommés à Paris, eh bien, ça a été des gens qui n'ont eu de cesse de dénigrer, de mettre des bâtons dans les roues, et contre lesquels j'ai dû agir sans aucun pouvoir particulier, puisque moi, je n'avais pas encore de thèse. Hein. Donc, de temps en temps, on me le rappelait, et il s'agissait de les contrer par la vigueur des arguments. Les étudiants qu'on avait au début, eh bien, ne voulaient absolument pas faire de la géographie, comme on disait. Absolument pas. Hein. Et je me souviens d'une jeune étudiante qui avait décrété que jamais elle ne ferait de géographie. Bon. Et, tout le monde peut se tromper. Hein. Quoi? Je dis tout le monde peut se tromper. Mais oui, bien sûr, mais je le dis. Bon. Et comment elle est sortie devant un amphi pas aussi gros que celui-là, mais presque autant, avec des étudiantes qui disent il n'est pas question de faire de la géographie, qui est une science réactionnaire. Hein, et je leur ai dit que je les comprenais, mais que je l'apportais, que le plus grand géographe français, Élisée Reclus, hein, était très grand géographe dans la qualité de son raisonnement, qu'il avait été condamné à mort sous la Commune. Là, ça a suscité une certaine préoccupation. Et à partir de là,
il s'agissait de faire de la géographie, comme notamment Jean Dresch m'avait appris à la faire, hein, car je garde toujours le souvenir d'extraordinaires professeurs que Dresch était, et lorsqu'il arrivait sur l'estrade de l'Institut de géographie, où manifestement il n'avait pas préparé son cours, hein, ce qui m'est arrivé par la suite maintes fois, hein, bon, et où il avait un talent pour emballer et pour faire que ce qui au premier abord ne présentait pas grand intérêt à 2 heures de l'après-midi, hein, et qui devenait quelque chose de passionnant. Bien. Béatrice a beaucoup parlé du rôle de Jean Dresch dans le démarrage d'Hérodote, qui ne démarre pas tout de suite, hein. Vincennes, ça commence en 68-69. Hérodote, ça commence en 76, hein, après que François Maspero ait été d'accord pour, en 72, publier une revue de géographie qui associerait la réflexion géographique avec la réflexion politique. Et à l'époque, il n'est absolument pas question de géopolitique, qui est un mot absolument tabou, absolument proscrit, compte tenu de la référence à la géopolitique hitlérienne qui a fait tant de ravages et d'atrocités. Parce que je pense que dans la réflexion, je ne m'y aventurerai pas, sur le bilan de la Shoah, l'extermination des Juifs européens, il y a pour une bonne part un raisonnement géopolitique. Les Juifs sont des gens qui se baladent sur les territoires et ne sont pas enracinés à un territoire comme une mauvaise herbe. Voilà. Mais je n'ai pas touché à cette question sur laquelle je ne me sens pas compétent. Simplement, je flaire les conséquences. Donc, lorsque on a lancé Hérodote en 1976, eh bien, le scandale a été grand chez les géographes universitaires qui ont considéré que, certains l'ont flairé déjà, que nous faisions un retour à la géopolitique hitlérienne. Heureusement que nous étions publiés par François Maspero, ce qui nous dédouanait tout de même pas mal. Et ensuite, lorsque j'ai publié ce qui a été fait pour provoquer une réflexion, une prise de conscience, et non pas simplement une provocation, lorsque j'ai publié ce petit livre à la fin de 1976, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, hein. L'Humanité, comme tu le disais, le journal L'Humanité, 2 semaines de suite, a consacré une demi-page pour condamner au nom du marxisme, etc. Et Jean Dresch a dit, s'ils en publient une 3e page, hein, moi j'écris et je fais un article pour dire que, au fond, tout ça me paraît tout à fait utile et tout à fait bien. Donc, Dresch a joué un rôle très important dans les débuts d'Hérodote et dans ce que nous avons voulu faire, et en particulier, hein, le grand scandale, ça a été dans l'enseignement de la géographie, tel que je l'ai démarré, hein, d'associer, dès l'initiation à la géographie, dès la première année, que d'habitude on donne à faire aux assistants, aux chargés de cours, comme ça, bon, ça a été d'associer étroitement le raisonnement sur la géographie physique, sur la géomorphologie, évidemment, et sur la géographie humaine. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est un scandale de prétendre faire de l'initiation à la géographie en réservant la géographie humaine à l'année suivante ou à d'autres cours. Hein, c'est un scandale. Bon. Et là-dessus, Jean Dresch était tout à fait d'accord avec moi. Donc,
Voilà l'idée qu'a Jean Drèche. Pour lui, c'est un géomorphologue de grande envergure. Sa thèse sur le Haut Atlas de Marrakech est monumentale, car il y a non seulement plus de 700 pages, mais il y a toutes les cartes que Jean Drèche a levées tout seul, sans l'aide à l'époque de photographie aérienne, car les avions qui existent dans les années 1930, le début des recherches de Jean Drèche, c'est des petits avions qui ne peuvent pas monter tellement au niveau des sommets du Toubkal, 4170 mètres, si je me souviens bien, etc. Donc c'est en dessinant ces formes du relief et en levant ces cartes. Et puis, il le fait ça tout seul, avec quelques muletiers pour l'accompagner. Jean Drèche est un alpiniste, pyrénéiste, aimait-il dire, de grande envergure. C'est ce qu'il a fait à l'école normale supérieure, abandonner la philosophie pour la géographie, qui à l'époque n'était pas encore bien brillante, et auquel il apportait un intérêt considérable. Dès le début, il a fait pour sa thèse secondaire une admirable cartographie, malheureusement avec un texte trop court, des genres de vie de montagne du Haut Atlas, qu'on va retrouver développé dans l'ouvrage qu'on a publié chez le signe d'Hérodote, chez Maspero, intitulé « Un géographe au déclin des empires ». Ce titre qui a énormément impressionné Jean Drèche, c'est à Camille Lacoste, ma compagne, qu'on le doit. Et Drèche a été extrêmement, parce que Camille Lacoste a été l'élève de Jean Drèche, et c'est Jean Drèche qui l'a conseillé dans les années 47-48, quand moi je travaillais sur la plaine du Sebou, la grande plaine alluviale du nord du Maroc, de faire une thèse sur la géographie des capitaux sous le titre plus géographique Casablanca, centre d'affaires. Si j'évoque cela, c'est que je sais, Camille, qui n'est plus en mesure d'être là avec nous du fait de la maladie d'Alzheimer, nous savons, elle et moi, que Jean Drèche avait, au lendemain de la guerre, un grand projet qui était de faire une géographie des capitaux, une géographie du capitalisme. Voilà. Et je me réfère, pour avoir une source plus précise, à ce que j'en ai fait. Il y a une communication à l'AGF, à l'Association des géographes français, en 1946, qui est intitulée, je crois, pour une géographie des capitaux. Ça aurait été, dans le développement de la géographie, une étape extrêmement importante, car jusque-là, les géographes plus ou moins marxistes que nous étions pensaient que la géographie marxiste ne pouvait être que supérieure à la géographie bourgeoise, comme on disait à l'époque. La géographie bourgeoise n'était pas si mal que ça. Bon, mais ça aurait été une étape. Qu'est-ce qui a amené Jean Drèche à cette étape? Je pense que c'est une analyse, et il y a un autre article, et là on se refait votre classement, pour tous les tirés à part et tous les petits articles, vous avez des tout petits articles de Drèche qui sont d'une extrême importance sur le plan intellectuel. Vous allez voir pourquoi j'y accorde un tel intérêt, même si elles ne font que 3 ou 4 pages, si l'article ne fait que 3 ou 4 pages. En 1946, au lendemain de la guerre, que Drèche a d'abord fait comme officier de tirailleurs marocain, en particulier dans l'expédition de Narvik, où il va être ramené en Angleterre avant de repartir au Maroc.
là, il raconte que les autorités marocaines qui dépendaient du gouvernement Pétain l'ont expédié en France, bon, ce dont il ne sait pas plein, puisqu'il a retrouvé sa famille. Et qu'est-ce que je disais? La géographie des capitaux, oui. 46. Dresch a combattu comme FTP pendant l'insurrection de Paris, hein, bon, et il a fait une cartographie non seulement des barricades, mais surtout du dispositif allemand, hein, dans Paris. Bon, bien. Et il va être expédié avec Michel Léris dès le début 1946, hein, pour faire une enquête sur le travail forcé en Afrique noire. Et là, ça lui a ouvert la connaissance de pays qu'il ne connaissait pas jusqu'alors, hein, et en particulier de toute l'analyse des rapports sociaux utilisés par les firmes capitalistes, hein, qui mettaient peu de capital d'ailleurs pour gagner beaucoup d'argent, et pour manipuler, transférer des travailleurs depuis, par exemple, le nord de l'actuel Burkina vers le sud de la Côte d'Ivoire, des choses comme ça. Ça lui a apporté beaucoup de choses, et il a beaucoup parlé de cette période avec Michel Léris. Donc, Dresch envisage et commence à préparer cette réflexion sur la géographie des capitaux. Et puis, plus rien. Et puis, plus rien. Et Camille et moi, nous, ça nous avait beaucoup intéressé, pourquoi pas. Et je me souviens d'un moment où Dresch, qui nous avait invités à sa maison du Ballon d'Alsace, hein, nous a emmenés dans une longue promenade en forêt sous la pluie. Et là, on a parlé, et je lui ai dit, monsieur, alors, la géographie des capitaux, comment on fait? Et il me dit, oh non, voilà. Mais je lui dis, pourquoi? C'est très important. Ah, il me dit, ouais, il était bien embêté. Hein, je le sentais bien embêté. Et il aurait pu très bien me dire, hein, j'ai pas eu le temps, ou bon. Mais à un moment, il me dit, oui, c'est à cause du parti. C'est à cause du parti. Mais je lui dis, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoutez, non. C'est une des rares fois que Jean Dresch a éludé. Hein, a éludé. Je n'entrerai pas dans une analyse plus précise. Je vais vous donner un raisonnement plus vaste. Donc, dans ce que nous n'avons pas eu de Jean Dresch, et ce qui aurait été un point de départ très important pour la géographie, pas du tout celui que j'ai donné, hein, c'était autre chose, hein, peut-être plus essentiel, encore que la géographie du capitalisme, du fait de l'extension du capitalisme américain sur des vastes, d'immenses territoires, et puis la circulation des capitaux, etc., ça n'aurait pas été facile et ça aurait été moins opératoire. Bon. Dresch, donc, est très apprécié des géographes soviétiques. Hein, très apprécié des géographes soviétiques. Il était membre de l'Académie des sciences de l'Union soviétique. Et il va aller plusieurs fois en URSS. On pourrait penser qu'il nous aurait rapporté une grande quantité d'informations géographiques sur l'Union soviétique. Certes, il y a quelques informations sur telle ou telle donnée, en particulier sur les régions arides. Je ne sais pas, peut-être que les photos le montreront, et l'analyse des photographies permettra sans doute de faire, c'est un incident, de faire une cartographie
dans le temps des voyages de Jean Drèche, hein, et de se reporter à ses carnets. Je ne sais pas si ce grand montagnard, après son analyse du Haut-Atlas, est allé dans le Caucase. Il n'en parlait jamais. Je ne sais pas. Pourtant, un géographe de la classe de Jean Drèche, il aurait été normal qu'il soit invité dans le Caucase, dans d'autres montagnes. Je n'en sais rien. Et je pense qu'il n'en est rien sorti. Hein. Et je me suis demandé si certaines réactions de Drèche à l'écart de la géographie soviétique, bon, n'expliquent pas certaines choses. Jamais il fait mention de ce que font les géographes soviétiques en matière de géographie humaine. Et pour cause, puisqu'il n'y a pas de géographie humaine en Union soviétique. Et pourquoi cela? C'est une drôle de question. Hein? Et pourquoi, dans les pays d'influence soviétique, hein, à Cuba, au Vietnam, au Nord-Vietnam, pourquoi la géographie humaine a été exclue? En Vietnam, les géographes vietnamiens se souviennent de la thèse de Pierre Gourou, les paysans du delta tonkinois. Drèche n'aimait pas Gourou. Gourou était petit, Drèche très grand. Je me souviens d'un spectacle étonnant sur le perron de l'Institut de géographie où Gourou était en bas et Drèche en haut. C'était une drôle d'affaire. Drèche accusait Gourou, qui était socialiste, d'avoir laissé faire la guerre, d'avoir rien dit. J'ai écrit des pages vengeresses contre Gourou jusqu'au jour où, ayant rapport avec Gourou à propos de mon enquête sur le bombardement d'Idic, Gourou m'attendait sur l'étage à Bruxelles, la maison qu'il occupait, et il me dit: tenez Lacoste, regardez ça. C'était une lettre écrite sur un papier d'écolier. Monsieur, je fais les enquêtes que vous m'avez demandées, mais permettez-moi de vous dire que mon plus grand projet, mon plus grand espoir, c'est de devenir professeur d'histoire et de géographie. Et ainsi, je pourrais contribuer à la lutte pour l'indépendance de mon peuple. Et c'était signé Giap. Hein? Giap, le futur général Giap, a été l'élève pendant plusieurs années de Pierre Gourou. Et Pierre Gourou m'a expliqué les raisons du différend avec Drèche. Bon, je vais bientôt terminer. Donc, et pour Cuba, eh bien, un grand géographe cubain qui a été élève de Blanchard, de Raoul Blanchard à Grenoble, hein, avant la guerre, pendant la guerre. Il était le petit-fils du dernier gouverneur. Du dernier gouverneur de Cuba à l'époque espagnole, vous voyez, de grande famille. Et il s'appelait, puisqu'il est mort maintenant, Pérez de la Riva. Et Pérez de la Riva, qui était un grand géographe de géographie humaine, m'a expliqué qu'il avait dû abandonner, bien qu'il soit très ami de Fidel Castro, parce qu'il n'était pas possible de faire de la géographie humaine. On lui a conseillé de faire de l'histoire. Bon. Donc, ce rejet de l'histoire, de la géographie humaine, il a souvent été évoqué. On dit, ben oui, mais après l'attaque allemande, longtemps je l'ai répété, pendant l'attaque allemande, à partir de l'attaque allemande de juin 1941 sur l'Union soviétique, Staline va décider que la géopolitique, c'est la trahison, etc. Et on en a conclu que, bon. Mais
Staline a été un grand traceur de frontières, hein, qui ne sont pas toutes absurdes, pas loin de là, ni criminelles, ni scandaleuses. Pour tracer les frontières des 15 républiques fédérées de l'URSS et de la centaine de républiques autonomes, et en particulier dans le Caucase, etc., il s'est entouré de beaucoup d'anthropologues, de bons géographes. Et comment se fait-il que c'est disparu? Ça, c'est une des choses que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et lorsque j'ai discuté de ça avec Jean Dresch, il m'a dit qu'il ne savait pas. Il m'a dit qu'il ne savait pas et que s'il n'avait pas voulu pousser le problème, la question de la géographie humaine en URSS, où il y avait eu des géographes humains, eh bien, c'est qu'il ne voulait pas faire des difficultés à ses collègues géographes soviétiques. Et qu'il y avait des questions qu'il valait mieux pas poser. Et de même qu'une des choses qui a beaucoup tracassé Dresch, c'est que on n'avait pas de carte et que les étudiants faisaient des travaux pratiques sur des fausses cartes. Ça, c'était des... Bon, alors je lui disais, bon, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Bien. Bien. Donc, vous voyez, bon, Dresch, mes liens, là-dessus, je vais passer la parole à Nassiri, mais je vais lui faire une transition. Hein. C'est que mes rapports avec Dresch, en dépit d'avoir quitté le Parti communiste, sans encombre, grâce à Dresch, je n'ai pas eu d'histoire, parce que vous savez, quitter à une certaine époque le Parti communiste, c'était pas très commode. Une fois, bon, j'ai toujours eu les rapports les plus affectueux avec lui et avec mes camarades de l'Institut de géographie, qui ont quitté le parti plus tard. Lorsqu'un jour, M. Dresch m'a dit, vous voyez, je dis toujours M. Dresch, et qui était très retourné par ce qui se passait, il m'a dit, voilà, ça c'est plus possible, je quitte le parti. Et c'est moi qui, nous étions tous les deux, hein, je lui ai dit, M. Dresch, vous n'allez pas faire ça maintenant, hein? Je me souvenais à quel point Mme Dresch participait à ces réflexions et elle était morte quelque temps plus tôt. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Mais il m'a dit, oui, vous avez raison, Lacoste. Vous avez raison. Bon. Dresch a été donc quelqu'un d'une extrême importance et il n'a pas tout résolu, il n'a pas tout envisagé. Hein. Bien sûr. Une des raisons, je crois, les premières de mon affection, de l'affection qu'il avait la gentillesse de me porter en dépit de mes incartades, hein, c'est notre commune admiration affectueuse pour le Maroc. Hein. Ça, chaque fois que nous parlions du Maroc, hein, que moi j'avais connu dans mon enfance, j'ai passé les 10 premières années de ma vie, hein, Dresch y est arrivé en 1928, un an après mon père, et ils travailleront un peu dans le même coin. Bon. Bien. De Moulay Driss et des collines prairies-faines. Et ils se connaissaient bien. Dans mes rapports avec Dresch, il y a donc cette affection pour le Maroc. Et dans les difficultés qu'il y a eu à la veille de l'indépendance, le tracassait énormément. Mohamed Nassiri vous dira les liens qu'il avait avec les intellectuels marocains et le fait, l'importance qu'il a apporté à partir de 1928 à être professeur au collège destiné aux jeunes gens de bonne famille et au futur Hassan II. Hein. Bon. Et pour Dresch, c'était des moments d'une extrême importance. Hein. Voilà. Et je pense que vous voyez, je suis toujours un peu ému chaque fois que je parle de Dresch et du Maroc. Hein. Voilà. Merci beaucoup.
peut-être juste 2 mots pour introduire Monsieur Nassiri, qui est venu spécialement du Maroc pour nous, et j'en le remercie infiniment. Donc, Monsieur Nassiri a soutenu une thèse sous la direction de Jean Dresch en 1961 qui s'intitule Salé, études de géographie urbaine, et il a été le directeur du département de géographie et professeur à la faculté de lettres et de sciences humaines de l'université Mohammed V à Rabat. Voilà, donc je vous donne la parole. Merci, mesdames. Je voudrais, pour ma part, d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs qui nous ont réunis aujourd'hui autour de la mémoire de Jean Dresch, malgré les circonstances douloureuses que traverse actuellement la France. Dresch avait traversé bien des tempêtes qui ne sont pas de la même nature, certes, mais qui avaient marqué le siècle dernier. Je les remercie également d'avoir associé un Marocain à cette évocation de la personnalité de Jean Dresch et de son charisme. En tant qu'enseignant, en tant que chercheur exigeant, innovateur, et en tant qu'homme engagé dans les combats d'idées qui ont marqué l'histoire du dernier siècle. Car le Maroc était pour lui le terrain de recherche qui a révélé ses talents de géographe, mais aussi l'espace de sa prise de conscience de la complexité des sociétés, de leur diversité, de leurs contradictions, de leur résistance ou de leur soumission aux contraintes et à l'asservissement de la domination impériale. Le Maroc l'a marqué car c'est là où il a compris les logiques, les fonctionnements et les objectifs du système colonial, portés par des hommes convaincus de leur supériorité matérielle et de leur bonne conscience, mais croyant à la nécessité de la servitude pour étendre les bienfaits de la civilisation. À leur pouvoir, Jean Dresch a opposé une autre nécessité, celle de leur faire face par son savoir, par ses idées, par ses écrits et par ses actes. En somme, pour son engagement dans les turbulences du dernier siècle. Jean Dresch a saisi d'une manière précoce les paradoxes dont il ne cessera de démontrer l'invalidité, alors qu'il était confronté personnellement à l'ostracisme des autorités coloniales pendant plus d'une dizaine d'années, de 1927 à 1941. L'incompréhension de ses collègues géographes de l'université n'a pas été moindre. Ils ne comprenaient pas pourquoi un brillant géomorphologue courait le risque de se compromettre dans la défense des populations qui relevaient de l'autorité des officiers indigènes, des affaires indigènes et des contrôleurs civils chargés de l'administration et de l'encadrement étroit des ruraux et des citadins. Nous célébrons aujourd'hui un géographe dont la carrière et l'œuvre ont montré l'évolution de la géographie en France et ailleurs sur les 3/4 du siècle agité. Sa longue carrière d'enseignant, les avancées scientifiques de ses recherches, les champs ouverts aux études géographiques et l'immense influence qu'il a eue sur toute une génération de géographes français et étrangers sont des apports qui ont marqué la géographie. Toutes ces réalisations d'une vie active et assumée restent à revisiter, à découvrir par les jeunes géographes ou à redécouvrir par les anciens grâce aux sources et ressources qu'offre aujourd'hui sa bibliothèque numérisée et ses archives. Que celles et ceux qui ont œuvré
à sa mise à disposition au public soit remercié. C'est donc à la restitution de la mémoire d'un penseur, d'un homme d'action, que j'essaierai d'apporter quelques éclairages qui sont loin d'épuiser toute la richesse de son œuvre. Je vous prie donc de bien vouloir m'excuser d'évoquer, pour ma part, quelques souvenirs personnels que mes rencontres, de mes discussions et de mes échanges avec Jean Drèche. Il avait l'habitude, chaque fois que je venais à Paris, de me faire l'amitié de m'inviter à déjeuner. L'un de ces déjeuners marquants est celui auquel j'ai été convié en 1962 en compagnie de Mehdi Ben Barka, leader progressiste qui a été enlevé à Paris en octobre 1965. Jean Drèche n'a jamais manqué de maintenir de vieilles relations datant de sa présence au Maroc. Mehdi Ben Barka m'a dit que Drèche aurait voulu qu'il devienne le secrétaire général du Parti communiste marocain, qui était alors dans ses premières années de fondation et encore sous la férule du Parti communiste français au Maroc et de la CGT. Engagé dans le mouvement national, Mehdi Ben Barka aurait décliné l'offre de Drèche, qui n'a cessé de s'intéresser à l'évolution du Maroc depuis son premier voyage en 1927. L'invitation de cette grande figure du mouvement national et de ce promoteur du fameux pacte de la tricontinentale en constitution était pour Drèche l'occasion d'un échange sur le cours que prenaient les événements dans le monde et au Maroc quelques années après l'indépendance. Jean Drèche n'a jamais pris le Maroc pour un pays ordinaire. C'est pourquoi il y est resté très fortement attaché. Un problème le préoccupait particulièrement à propos de l'évolution des montagnes du Haut-Atlas, terrain de sa thèse, mais également de sa thèse de géomorphologie, mais également sa thèse secondaire sur les genres de vie de montagne dans le massif central du Grand Atlas dont Yves vient de parler. Il aura consacré des enquêtes remarquables de géographie humaine, illustré de cartes sur tous les aspects de l'évolution de la vie en montagne que peu de géographes connaissent aujourd'hui. Il s'agit des fortes densités des populations dans les montagnes du Maroc qui présentaient un vrai paradoxe. Nous verrons par la suite sa sensibilité aux paradoxes et aux contradictions de réalités humaines. Quand je lui rendais visite, il me demandait souvent, sur un temps affectif, que sont devenus mes chleux, c'est-à-dire les berbères du Haut-Atlas. Pourquoi sont-ils si nombreux à occuper leur vallée, alors que les montagnes partout dans le monde se dépeuplaient? J'ai saisi l'occasion d'une de ces visites au Maroc pour l'amener sur le terrain en 1980, 40 ans après sa recherche sur les montagnes de l'Atlas, pour qu'il voie, lors d'une journée de marche dans la vallée de la Zadenne, dans le massif du Tourkal, que ces chleux continuent à construire des terrasses pour développer les cultures irriguées sur des versants en très forte pente. Il s'agissait d'un retour de l'argent de l'immigration gagné par les membres des familles qui ont immigré en ville et investi dans l'amélioration de leurs activités agricoles et pastorales, ce qui permet le maintien de forte densité dans ces rudes vallées. J'ai connu le professeur Drèche l'année universitaire 1958-59. J'ai eu la chance de suivre son enseignement. J'ai découvert alors un Maroc que je ne connaissais guère. J'étais fasciné par ces cours pendant lesquels, main dans les poches, il parvenait à animer par ses seules paroles les activités humaines
des plaines et des montagnes qu'elle décrivait. J'ai eu la chance également de participer à 3 de ces excursions dans cette seule année universitaire. Les thématiques choisies pour ces sorties posaient déjà des problèmes majeurs pour l'évolution de la France. La première vers la Lorraine et les problèmes de l'économie minière et de ses industries, ainsi que la première initiation à la géographie physique de l'Est du bassin parisien. La seconde était consacrée à la Normandie, à la reconstruction d'après-guerre, notamment celle de la ville d'Aucamp. L'excursion se termina par les visites des falaises du pays d'Aucaux. À cette excursion, un assistant pimpant qui s'appelle Yves Lacoste avait accompagné les étudiants. Pimpant. La troisième a eu lieu en Tunisie pour découvrir un cas de ce qu'on appelait alors les pays sous-développés. Cette dernière excursion avait pour but de présenter un autre milieu, un milieu aride, celui des marches sahariennes, et de faire comprendre aux étudiants comment fonctionnait une agriculture traditionnelle, combinaison de vieilles techniques de gestion de l'eau et d'organisation collective de la production par une société oasienne fort complexe. Toutes ces excursions combinaient à la fois, opportunément, les tentatives de comprendre l'homme et ses impacts sur le milieu. C'est lors de ces découvertes de paysages, d'activités humaines et d'organisations sociales que j'ai pris personnellement conscience de l'unité de la géographie, symbolisée d'ailleurs par la direction conjointe de ces 3 excursions, Jean Drèche et Pierre Georges, dont a parlé Yves Lacoste, spécialiste de géographie urbaine éminemment connu par ses travaux sur les villes, mais également sur les campagnes. Vous pouvez facilement imaginer l'afflux des étudiants à ces sorties de terrain conduites par d'éminents professeurs qui dominaient par leur stature scientifique la communauté de géographes. Lors d'un croisement inopiné avec Jean Drèche dans les couloirs de la salle de travail des étudiants en institut de géographie, je l'ai entendu demander à Pierre Biraud, géomorphologue renommé, comment se débrouille notre collègue de géographie régionale pour que seules des filles participent aux excursions qu'elle organise en Italie. Biraud n'en savait rien. Le professeur de géographie régionale en question nous initiait à la cartographie. Jamais un garçon n'a pu avoir le privilège de participer à ces excursions fort attractives. Sauf une fois. L'élu était un étudiant en géographie régionale, comme nous, mais curé de son état. En tant qu'enseignant et directeur d'Institut de géographie, Jean Drèche ne comprenait pas les raisons de cette séparation drastique entre filles et garçons. On se serait cru retourner au XIXe siècle en France ou quelque part dans les pays du Golfe. Cette anecdote n'est pas anodine, car le terrain était pour Drèche un espace non seulement d'apprentissage, d'observation et de réflexion pour les étudiants, mais aussi un espace de sociabilité. À l'origine de son enseignement entamé au Maroc, il reçut de son chef d'établissement des directives qui lui conseillaient vivement de ne pas parler à ses élèves des guerres de religion en France, ni de la révolution de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand Drèche lui fit remarquer que ses élèves risquaient d'aller à l'échec à leur examen, le directeur du collège voulut le rassurer en lui disant de toute façon, aucun ne réussira à passer le bac. Drèche passa outre ces conseils qui visaient une double fermeture sur l'histoire de la France et sur le pays lui-même. La période 1927 à 1940 fut décisive dans sa vie de chercheur et en tant que militant. Je lui avais demandé ce qui a été déterminant dans son choix du Maroc comme terrain de thèse. Il m'a dit que cela était une décision prise sur un cours de tennis à l'École normale supérieure de la Rédule, sans trop réfléchir. Quand de Mangeon lui proposa
d'aller faire ses recherches au Maroc, sa réaction fut la suivante. M'a-t-il dit, j'ai servi ma balle, j'ai dit oui à la proposition qui m'a été faite et j'ai continué mon match. Sur le terrain marocain, ce match était d'une toute autre nature. C'était l'espace de départ d'un destin pour un homme de caractère et de conviction. En effet, enseignant au collège musulman de Moulay Youssef, de Rabat, à partir du début des années 30, il a constaté que ses élèves, en majorité de vrais citadins des villes de Rabat et de Salé, ne connaissaient rien à la montagne, ni de ses habitants berbères, et encore moins de leur parler. Et pour cause, le protectorat avait décrété les régions montagneuses, zones militaires, interdites aux habitants qui n'en étaient pas originaires. Qu'à cela ne tienne, avait-il dit, en racontant cet épisode de rencontre brutale avec le système colonial au sein de l'école. Sous prétexte pédagogique et d'excursion géographique pour ses élèves, il a décidé de les amener à Azrou, dans le Moyen Atlas, là où existait un collège berbère destiné à former les élèves uniquement en français. La culture arabe était bannie et sa langue interdite comme matière d'enseignement et comme moyen de communication entre les élèves. À l'arrivée sur place, donc en pleine montagne du Moyen Atlas, les jeunes citadins de Rabat et Salé devaient faire connaissance avec les élèves d'Azrou avant d'entreprendre une excursion commune. Dresch, pour faciliter leur premier contact, avait apporté un ballon et organisé un match de football afin d'inciter les élèves de la ville et de la montagne à faire connaissance d'une manière ludique, de façon à briser la barrière que la colonisation voulait dresser entre les futurs cadres du pays. Cette excursion était une première dans la situation coloniale où se trouvait alors le Maroc, et peut-être dans l'histoire de ce pays, pour le premier contact établi entre petits Marocains de culture citadine et ceux de culture rurale. Sa démarche avait donc éminemment une signification politique, même si ce n'était que de l'ordre du symbole. C'était sa manière d'inscrire son action dans un contexte marqué alors par de très fortes tensions, car le Maroc était agité par l'affaire du Zaïre berbère. Quand Jean Dresch revient au Maroc en 1931, après avoir séjourné au Maroc à partir de 1927, le protectorat avait entrepris de soumettre la montagne berbère à des tribunaux coutumiers à la juridiction française en matière pénale au lieu de se conformer au droit traditionnel auquel étaient soumis tous les Marocains sans distinction. C'était là une affaire de souveraineté, ce qui déclencha de très grandes manifestations partout au Maroc et ailleurs dans le monde arabe. Jean Dresch écrira plus tard que la mesure fut à juste titre considérée non seulement comme une tentative d'opposer la montagne berbère au Maroc des plaines arabes, mais aussi comme une mesure hostile à l'islam. À propos de l'islam, Jean Dresch m'a surpris souvent. Il m'en a parlé lors d'un voyage que nous avons fait ensemble avec Yves et Camille Lacoste. Notre destination était la Zaouïa d'une confrérie située à Tamgrout, à la porte du désert. Cette confrérie est un haut lieu de la spiritualité marocaine, célèbre par sa bibliothèque. Il m'a dit que la compréhension de la géographie du Maghreb nécessite une bonne connaissance de l'islam. Ce propos, venant d'un marxiste, m'a fort étonné, d'autant plus qu'à cette époque, certains des meilleurs chercheurs du Maroc décryptaient les réalités du pays et l'évolution de ses sociétés en invoquant principalement Marx et Lénine. Toujours concernant le fait religieux, Dresch m'a fait part, lors d'une discussion sur l'importance de l'encadrement de la population par les confréries en Afrique noire,
de sa rencontre fortuite avec deux Africains engagés dans une discussion fort animée sur un marché d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces deux hommes étaient engagés dans une discussion fort animée. Quand ils ont vu Dresch, ils se sont adressés à lui, croyant peut-être qu'il ne pouvait pas ne pas être initié, car Jean Dresch, impressionné par sa personnalité. Les deux individus voulaient qu'il les éclaire pour trancher leur polémique concernant les mérites respectifs de la confrérie des Tijaniya dominante au Sénégal et de celle de la Qadiriya, toutes les deux originaires du Maroc. Jean Dresch les a remerciés pour la confiance qu'ils ont prêtée à son bon jugement, mais leur a dit qu'il n'était guère compétent en la matière pour les départager. Donc, il a été souvent confronté en Afrique subsaharienne, comme au Maroc, aux faits religieux comme fondement des cultures des sociétés de ces pays. Je me suis souvent interrogé sur son apport au sacré, sans jamais oser lui demander directement ce qu'il en était. Plus tard, il a écrit que pendant qu'il préparait ses diplômes supérieurs dans le massif du Zargoun, au nord de Meknès, dans un massif considéré alors comme un horm, c'est-à-dire un espace de paix sacré où les individus étaient protégés. Il avait eu pourtant un sentiment mitigé à l'égard de la petite cité de ce massif, la ville sainte de Moulay Idriss, fondée par la première dynastie marocaine au 8e siècle. Il décrit cette petite cité, nichée dans ce massif, comme une ville au qubba, c'est-à-dire au toit de tuiles vertes, où l'on se sent mis à l'écart, chrétien ou, pire, mécréant. Fin de citation. Ce sentiment d'exclusion ne l'a guère empêché d'avoir peut-être plus tard de l'empathie pour la population, appelée alors indigène, au contact de laquelle il a vécu pendant plus d'une décennie dans l'Haut-Atlas. Dans l'introduction au numéro d'Hérodote qui lui a été consacré en 1979, Jean Dresch décrit en ces termes ses rapports aux habitants et à leurs univers. On ne comprend pas, avait-il écrit, on ne comprend pas les gens si l'on ne tente pas de se mettre à leur place. Non seulement de suivre leur raisonnement, mais aussi de ressentir, de vivre comme eux, d'adopter leur dynamique, d'essayer de se laisser assimiler par la communauté rurale, l'Umma islamique, c'est-à-dire la communauté musulmane. Tâche difficile, écrit-il encore, que de se débarrasser des idées reçues et d'essayer de comprendre les autres, leur mode de production, ou même contradictoire, leur culture, leur stratification sociale en voie de bouleversement. Cet essai d'être en phase avec les gens du pays n'est pas sans avoir une résonance anthropologique. Il ajoute « Je suis spécialiste de géographie physique. Il en peut être surpris que je sois préoccupé aussi de problèmes humains. » La surprise devait être immense. En effet, chez certains géographes universitaires, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, surtout quand on sait dans quelle conception étroite la géographie était enfermée, bien au-delà du milieu du siècle dernier. Il disait des géographes qu'ils étaient sans inquiétude, sous-entendu épistémologique, car ils ne posaient guère de questions sur leur discipline. S'il m'était permis, de manière lapidaire, de caractériser la pensée de Jean Dresch, je dirais qu'il est marqué par une double posture.
l'analyse des contradictions et la saisie des significations des paradoxes. Ceci dans ses comportements personnels comme dans son œuvre. Il m'a raconté ce qui lui arrivait chaque fois qu'il avait une naissance dans son foyer, dont il devait annoncer la nouvelle à son collègue Jean Célérier, géographe colonial à l'Institut de hautes études de Rabat. Celui-ci ne faisait pas mystère par ses écrits, de ses idées et par son engagement en faveur de l'établissement au Maroc d'un régime comparable à l'Afrique du Sud, caractérisé par la domination d'un peuple du Maroc par un peuple supérieur composé de colons. Ce que gênait Dresch dans ses démarches, ce n'était pas le personnage avec qui il était diamétralement opposé sur le plan politique et sur la conception de la géographie, mais c'était le fait que Célérier ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai senti en l'écoutant la contradiction dans laquelle il se trouvait et qui rendait chaque fois sa démarche problématique. Cela m'avait impressionné par sa capacité de dépasser ses antagonismes en accomplissant un geste de civilité. C'était là un exemple de comportement d'un aristocrate dans le sens noble du terme. Cela n'avait pas fait cependant oublier l'antagonisme qui l'opposait à Célérier 40 ans après. Je lui avais adressé un travail sur la géographie coloniale, début des années 80. Il m'avait répondu par une lettre dans laquelle il disait tout l'intérêt du sujet traité, mais il exprimait en même temps son étonnement pour ma mansuétude à l'égard de Jean Célérier. Je n'avais pas fait pourtant que suivre inconsciemment son exemple. Ferme sur les principes, mais poli sur la forme. D'autant plus que la colonisation était déjà condamnée par l'histoire. Il n'y avait donc, pour ma part, aucune raison ni intérêt à couvrir Jean Célérier, mort en 1962, d'une couche d'invective, fût-elle anticolonialiste. Autre interrogation concernant la sensibilité au paradoxe. C'est à propos de la thèse de Gaston Baudet, brillant géomorphologue de la deuxième génération, dont le sujet était le plateau central marocain et ses bordures. Dresch avait suivi ses recherches sur le terrain avec beaucoup de continuité. Le travail fait par Baudet était une construction remarquable d'intelligence, une synthèse de connaissances et de savoir, marquée par la maîtrise de la complexité du terrain et par la clarté de l'exposé. Dresch en était entièrement satisfait lors de la soutenance. Je l'ai rencontré à Rabat quelques mois après. Avec sa voix grave et chaude, il me dit « Nassiri, qu'est-ce que vous pensez des dernières lignes de la conclusion du travail de Baudet ?» Il a construit un édifice théorique remarquablement démonstratif, mais il le détruit en 3 lignes. Baudet a écrit en effet, à l'extrême fin de sa conclusion, autant d'hypothèses que, bien que vraisemblables et logiques, n'en sont pas pour autant pleinement satisfaisantes. Je lui ai répondu qu'il s'agissait probablement des doutes méthodiques d'un vrai savant. Il a hoché la tête en acquiesçant, ajoutant qu'au Baudet est contestablement un brillant géographe. Cette sensibilité au paradoxe et à l'analyse des contradictions apparaît d'une manière magistrale dans les écrits de Dresch sur le personnage de Lyautey et de son analyse de la politique du Shah d'Iran. L'article sur Lyautey, un technicien de la colonisation, est absolument remarquable. Il y montre les multiples facettes d'une personnalité hors de commun qui a marqué durablement l'histoire du Maroc
pendant tout le XXe siècle. Je dis bien tout le XXe siècle, c'est-à-dire époque coloniale et époque après l'indépendance. Hérodote, dans le numéro consacré à Dresch, un géographe au déclin des empires, permet d'apprécier comment Dresch a présenté ce résident général qui a trouvé la manière de gérer une vieille société en la marquant par une politique habile de conservation de ses institutions tout en modernisant leur gestion. C'est à la fois le sauveur des Marzen, c'est-à-dire du régime monarchique, du système traditionnel de cette monarchie et le fondateur du système colonial. À propos de l'Iran, Dresch donna une conférence remarquée à Rabat sur la politique interne du Shah, encouragée par des conseillers marxistes et par les instances financières internationales. À entendre sur le moment, Jean Dresch, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une appréciation positive de la politique du Shah, politique qui a consisté à lancer une révolution blanche visant à démanteler les structures rurales des grands propriétaires fonciers pour les attirer vers les activités d'import-export et vers l'investissement dans les entreprises industrielles et de services. Ce n'est que par la suite que je me suis aperçu que Dresch avait entrepris une analyse très fine des contradictions et des paradoxes de la politique impériale du Shah. Celui-ci tentait de supprimer les liens existants entre les grands propriétaires fonciers qui possédaient des villages entiers et se présentaient comme des intermédiaires obligés et incontournables. Entre le monde rural et l'État, ce que le Shah considérait comme une entrave à son pouvoir. En décrétant une réforme agraire et en créant différentes armées, celle du savoir, celle de la santé et celle des services, en les engageant à intervenir directement dans les campagnes, le Shah voulait avoir un contrôle direct de la population rurale, contrôle non médiatisé par les intérêts de la grosse propriété foncière. Sa révolution blanche, en bouleversant brutalement des structures communautaires et en voulant contrôler directement les individus dans les campagnes, avait en fait ouvert la boîte de Pandore, déclenchant notamment un exode rural massif vers les villes, d'où est sortie la révolution khoméniste de 1979. Les années 70 et 80 du siècle dernier étaient dominées par les débats sur le rôle que pourrait jouer la géographie dans le développement. On avait même parlé de géographie appliquée pour faire face aux défis de la démographie, des mobilités des populations, des problèmes d'habitat, de sécheresse, de désertification, de perspectives d'aménagement, etc. Jean Dresch avait une longueur d'avance sur la communauté de géographes. N'avait-il pas été le premier à consacrer ses investigations sur des sujets très loin des préoccupations des géographes de son temps, à quelques exceptions près? Il a consacré des études, comme venait de souligner Yves, dans les années 40, à une géographie des investissements en Afrique noire et à ses rapports avec l'économie de traite. Il a été l'un des premiers à s'intéresser à l'environnement au Maghreb. Citant tous les défis post-indépendance pour ces trois pays, il a écrit que parmi les principaux problèmes que les concernent, l'un a retenu plus particulièrement mon attention: la conservation d'un milieu naturel fragile et de ses ressources, les relations entre les conditions naturelles dans leur complexité et les actions anthropiques. Il signala la nécessité des études scientifiques et la nécessité aussi des aménagements qui pouvaient être adaptés pour les résoudre. Des thèmes actuellement à la mode, mais que Jean Dresch avait déjà abordé et étudié bien des années auparavant.
Le soir en 1962, un colloque s'est tenu sur la géographie appliquée. Jean Drèche avait tiré les conclusions des débats, notamment sur les problèmes de la révolution agraire. Contrairement aux attentes des idéologues ou de timorés conservateurs, Jean Drèche écrit « Le géographe, fut-il appliqué, entre guillemets, n'a pas à se prononcer au sujet de cette révolution en tant que géographe, et par suite, sa responsabilité est limitée. » Et il ajoute « La véritable application de la géographie suppose un engagement politique, non pas évidemment comme géographe, mais comme citoyen. » Je termine mon exposé en revenant à ce mot, à ce dernier mot, symbole d'unité pour la France d'aujourd'hui, dans sa douleur, que je conclue donc cette présentation. Juste, je voudrais rajouter. Je te remercie. J'ai oublié tout à l'heure de vous citer un article de Jean Drèche qui correspond tout à fait à ce que tu viens de dire, que je souscris. C'est dans le numéro d'Hérodote pour le congrès de géographie de Paris 1984. En 1984. C'est un numéro double et, mis à part la présentation par moi de ce numéro, le premier article est un article de Jean Drèche et vous le trouverez dans sa bibliothèque, je vous incite à le lire. C'est « Pas de géographie sans drame ». Et là-dessus, il est très, très clair. Et ce drame qui concerne les géographes, dans la mesure où ils s'intègrent dans la géographie, c'est aussi bien le drame des conditions naturelles, des drames tectoniques, etc., et des drames humains. Pas de géographie sans drame, c'est dire que cette position correspondait tout à fait à celle que nous avons essayé, Béatrice et moi, de développer depuis bientôt 40 ans, puisque c'est bientôt le 40e anniversaire d'Hérodote. Vas-y, non. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est un conseil de Drèche qu'il m'avait fait, parce que quand j'ai fait une présentation, enfin, il m'avait demandé de faire une présentation des rapports ville-campagne dans la plaine de Fès. Alors, j'ai lu mon texte. Alors, il m'a dit, sa voix rock, qui a impressionné. C'est bien, l'assurer ce que vous avez fait, mais vous devriez quand même détacher vos yeux de votre texte et s'adresser directement à votre public. Alors, plus tard, je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas vos talents d'orateur, de charmeur, et par conséquent, je reste aussi pour un problème, comment puis-je dire, de gestion du temps, de présenter mon texte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Drèche n'est pas quelqu'un qui a été oublié au Maroc. Il y a eu création d'un institut pour la recherche en histoire au Maroc. Cet institut a travaillé pendant 5 ans. Il a produit ce livre qui couvre pratiquement la période de la préhistoire jusqu'à 1999-98, à la mort de Hassan II. Le deuxième chapitre a été consacré à un panorama culturel
de l'évolution du pays depuis le protectorat jusqu'à la fin du siècle. Et parmi les personnes qui ont été retenues comme ayant influencé la culture marocaine, l'université, la formation des chercheurs, eh bien, Dresch a été cité à côté de Jacques Berck, à côté de Robert Montagne, et bien des sommités qui ont marqué le Maroc pendant le XXe siècle. Par conséquent, je profite de ces situations pour offrir à la bibliothèque le traiter très vite pour le mettre à la disposition de tous les étudiants et les enseignants-chercheurs de Paris 8. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Bien, écoutez, je remercie encore une fois avec vraiment beaucoup d'émotion parce que je crois que c'était un moment important pour l'histoire de cette université, non seulement de la bibliothèque, mais de l'université, que de pouvoir avoir ces témoignages. Et je vous invite à vous rendre maintenant à la bibliothèque, en salle de la recherche, donc qui est légèrement en contrebas du hall sur la droite, pour que je vous présente l'exposition avant que vous puissiez la parcourir et vous rafraîchir, puisqu'un petit cocktail vous attend.